Pardon. Où est-ce qu'il est utilisé? Quel est l'intérêt? Donc, pardon. Voilà, donc la première question qu'on se pose, qu'est-ce que l'appareillage électrique? Donc, bien sûr, par rapport au fonctionnement de tous les réseaux électriques, que ce soit en transmission ou bien en distribution, vous avez différents types d'appareils qui sont utilisés, bien sûr, concernant les fonctions de base qu'on a déjà vues auparavant. Soit c'est pour la protection, soit c'est pour la commande, ou bien il est carrément dédié pour le sectionnement, pour isoler bien sûr les différentes parties du réseau, ou bien au niveau d'un poste électrique, afin d'effectuer un certain nombre d'opérations, que ce soit de maintenance, entretien ou autre. D'accord? Donc, comme vous voyez ici sur le slide, vous avez... Pardon. Vous avez un certain nombre. Donc, comme vous voyez ici, vous avez des interrupteurs sectionneurs. Vous avez ici des lignes et isolateurs, donc, qui sont la base de les lignes qui sont la base de la transmission bien sûr, du courant et de la tension vers les autres sites. Vous avez les fusibles qui peuvent être utilisés comme en BT, en MT ou HT. Et là, on voit que leur dimension, elle est vraiment carrément différente, donc ils sont plus importants. D'accord? Donc, vous avez aussi ici les différents appareils. Donc, on peut trouver les disjoncteurs, on peut trouver les TC, les TP, d'accord? Donc, par exemple, ici, vous avez les disjoncteurs 420 kV. Là, vous voyez à peu près la dimension. Vous avez des transformateurs de puissance qu'on trouve au niveau des postes et des sous-stations. Donc, et là, ça demande une alimentation avec des tensions assez élevées de l'ordre de kilovolts. Vous avez ici aussi ce qu'on appelle des... Pardon. Donc, des cellules, donc comme ici la SM6, donc c'est une cellule DM, donc ça veut dire quand on dit cellule DM, donc ça veut dire que c'est des cellules qui comportent des disjoncteurs à l'intérieur, donc selon le calibre et la tension qui est demandée. Vous avez ici à côté un certain nombre de disjoncteurs, d'accord, donc vous avez différents types. Donc, vous avez les NS, les NT, les NW. Vous avez, par exemple, ici, les C60 qui sont utilisés en résidentiel ou bien ce qu'on appelle en domestique. Là, vous voyez qu'il y a différentes formes. Donc, selon les différents types, soit ils sont utilisés en MT, soit en HT. Et là, on ne parle plus de disjoncteurs fixes ou simples. C'est des disjoncteurs, normalement, qui sont numériques, d'accord, auxquels on peut, bien sûr, régler les différents paramètres selon le problème qui surgit ou bien selon le mode d'installation. Donc, on va les régler aux différents paramètres nominaux, d'accord, donc pour pouvoir les insérer dans le fonctionnement ou bien pour assurer la fonction de protection au niveau du circuit. Donc, à peu près, on essaie de voir, là, vous avez aussi regardez ici les chaînes d'isolateurs. On va voir après l'intérêt des isolateurs, qui sont généralement des équipements qui permettent d'isoler les lignes par rapport à la terre, d'accord, et ils ont aussi leur importance au niveau des lignes de transport, d'accord. Ils sont insérés automatiquement et le nombre d'isolateurs, il diffère selon le niveau de tension à appliquer. Donc, en grosso modo, on va essayer de voir les différents... On a aussi ce qu'on appelle les parafoudres qui peuvent être intégrés, les éclateurs à cornes aussi qui peuvent être intégrés au niveau de la MT et la HT, d'accord, pour bien sûr assurer la fonction de protection contre les surtensions. Vous avez aussi les TC et les TP, donc les transformateurs de courant et les transformateurs de tension qu'on peut utiliser pour pouvoir, bien sûr, contrôler les paramètres électriques tels que la tension et le courant au niveau du site. Voilà, donc qu'est-ce que l'appareillage électrique? Là, par exemple, je vous mets toujours un type d'organisation.
d'un réseau interne d'usine, d'accord, donc pour voir à peu près l'emplacement et la structure, comment elle est ordonnée, pour pouvoir bien sûr assurer l'alimentation jusqu'aux utilisateurs. Donc, on commence par amener le courant ou bien l'énergie à travers le poste, d'accord, que vous voyez ici. Donc, vous avez le poste. Donc, le poste, il va alimenter les cellules MT. Par exemple, dans cet exemple, vous avez 4 cellules MT, d'accord. Donc, chaque cellule, elle peut comporter un appareil de protection ou bien un appareil de sectionnement, tout dépend. Donc, si on a des cellules DM, c'est des cellules qui comportent des disjoncteurs, les IM, c'est des interrupteurs, ou bien des sectionneurs, etc. Donc, ensuite, on passe par un transformateur MTBT. Par exemple, là, c'est juste un exemple, j'ai mis un transformateur sec et non pas un transformateur qui est émergé. D'accord? Donc, ça dépend du lieu d'installation. D'accord? On va parler après des détails quand on parle des transformateurs. D'accord? Ensuite, vous avez le réseau BT, bien sûr, qui part du disjoncteur de tête jusqu'à arriver au disjoncteur, bien sûr, qui alimente la partie utilisation. Ça, c'est pour avoir une idée. D'accord? Là, oui, qui parle? Madame, مازلنا احنا نشوفوا هذوك لي زاباراي. Ah, il n'y a pas eu de... Attends. Attendez. Et là? Ah, d'accord. OK. OK, donc voilà à peu près une architecture d'un réseau, bien sûr, d'alimentation d'une usine, par exemple. OK? Donc, vu le type d'appareillage qui peut exister, donc la question qu'on se pose, quels sont les équipements dans un poste? Parce que j'essaie de prendre l'exemple d'un poste. Pourquoi le poste? Parce que dans un poste électrique, HOMT, vous trouvez à peu près, parce qu'il y a les postes, il y a les sous-stations, et là, vous trouvez à peu près tous les types d'appareils qui existent là-bas, d'accord, qui sont installés, et chacun, il assure sa fonction selon c'est-à-dire bien sûr, ce qui est demandé par rapport à cet appareil. Donc, on pose la question, quels sont les équipements dans un poste HI extérieur? Donc, comment identifier les éléments par forme et fonction? Parce que généralement, quand je visite un poste, dès la première pression, en regardant les différents équipements qui se trouvent là-bas, on a l'impression que c'est les mêmes appareils qui sont installés. Sauf qu'il y a une forme qui est différente, mais cette forme, elle diffère selon le type en réalité. Et là, pour les identifier, il faut essayer de comprendre et voir la forme de chacun pour pouvoir les séparer, les identifier dans un poste ou bien une sous-station. Donc, qu'est-ce qu'il a comme tâche, cet appareillage dans un poste? Généralement, c'est pas aussi facile de voir ou bien d'expliquer ce qui se passe dans un poste en réalité en haute tension. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire, il y a les différents équipements qui forment ce poste-là. Ils ont des formes qui sont bien sûr généralement presque similaires, d'accord, que ce soit dans les sous-stations ou bien dans ces postes-là. En plus, il y a des fois des combinaisons, d'accord, comme par exemple les fonctions intégrées, quand vous prenez par exemple un sectionneur porte-fusible, d'accord, ce sectionneur porte-fusible, il est différent dans un poste HOMT que par exemple, dans l'utilisation BT, d'accord. Donc, et comme ils ont des formes similaires, des fois, on peut confondre entre les différents types d'appareillage qui sont installés. D'accord? Donc, on va, de plus en plus qu'on va avancer, on va essayer de voir leur forme et la différence. Par exemple, regardez, là, vous avez une photo d'une sous-station. D'accord? Quand vous regardez d'ici, là, on a l'impression que c'est les mêmes équipements qui sont installés, plus le transformateur que vous avez ici. D'accord? Donc, c'est un transformateur qui est assez important, donc de puissance, et vous avez les différents équipements. Si, par exemple, je prends un poste, d'accord, là, une partie d'un poste, regardez, c'est la même chose, sauf que, voilà, regardez, on trouve des équipements pareils, on va voir lesquels, on trouve ceux-là aussi, d'accord, on trouve d'autres qui sont là, ok, est-ce que c'est les mêmes appareils ou bien c'est des appareils qui sont différents?
Par exemple, regardez, si je prends là, regardez, j'ai deux éléments ici qui sont raccordés ici. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un contact entre les deux. Là, je peux deviner, par exemple, je peux dire que l'élément en question, c'est le sectionneur. D'accord? Parce que c'est le sectionneur qui comporte ce contact-là pour pouvoir effectuer l'ouverture, bien sûr qu'il doit être fait sous vide, pour pouvoir ouvrir le circuit en cas de besoin. D'accord? Donc, les autres, on peut pas faire vraiment la différence. D'accord? Et là, je vois ici, vous avez regardé, c'est un transformateur de puissance qui est là. Vous avez d'autres éléments qui sont là, regardez, qui sont installés au niveau de chaque phase. OK? Qui passe, bien sûr, l'alimentation passe. Et là, si je regarde ici, c'est comme une chaîne d'isolateur qui est là. D'accord? Donc, quel est le rôle de ces équipements-là, que ce soit ici ou bien ici. D'accord? On va voir l'intérêt de chacun. Donc, si je vais exploiter une installation ou bien une sous-station ou bien un poste, d'accord? Donc, chaque élément, il a une fonction qui est très importante. Il a une forme et une taille qui est différente, d'accord? Il a aussi son objectif. Pourquoi je l'installe et quel est son rôle au niveau du poste, d'accord? Donc, si je combine, par exemple, là, je parle de combinaison de dispositifs entre un disjoncteur et un sectionneur, d'accord? Par exemple, vous pouvez avoir des sectionneurs qui assurent le sectionnement. Vous avez aussi des sectionneurs de terre, d'accord? Vous avez des transformateurs de mesure tels que les transformateurs de courant et de tension qui sont combinés donc, et qui peuvent former carrément une unité fonctionnelle, d'accord? Donc, et là, avec le disjoncteur, donc si par exemple, je prends tous ces équipements-là, je vais les mettre ensemble, on peut, cette partie-là, on peut la classer par rapport au poste, d'accord, dans un endroit qu'on appelle la baie de l'appareillage. Donc, il peut comprendre le disjoncteur, sectionneur de terre, transformateur de mesure qui sont combinés, d'accord, avec le disjoncteur, et vous avez tout l'ensemble, on va l'appeler baie de l'appareillage, d'accord. Donc, et là, normalement, au centre de chaque baie, vous trouvez un disjoncteur, d'accord, qui peut interrompre le courant, soit au moment, c'est-à-dire pendant le fonctionnement normal, ou bien au moment où vous avez des perturbations ou bien des défauts qui peuvent apparaître. D'accord? Donc, cette baie, elle est connectée au reste, à toute l'installation d'exploitation, bien sûr, via des sectionneurs. D'accord? Donc, ils sont intégrés, que ce soit des sectionneurs d'isolation, pour les isoler, pour l'isolement, ou bien des sectionneurs de terre. D'accord? Et généralement, l'équipement le plus lourd ici dans un poste, ou bien, et le plus cher en plus, d'accord, c'est le transformateur, d'accord. Ce transformateur, il peut être combiné avec d'autres instruments, d'accord, qui transmettent les informations sur le courant, la tension, système de protection et de contrôle. C'est ce qu'on appelle ici le système de monitoring. Ça veut dire, j'ai le transformateur, je dois contrôler tous les paramètres au niveau du transformateur, qui est un transformateur de puissance, donc, et qui a un certain voltage qui est assez important, d'accord, et qui représente l'élément le plus cher et le plus important dans le poste électrique. Donc, je dois veiller à sa maintenance et son entretien à travers ce qu'on appelle le système de monitoring pour contrôler, par exemple, les paramètres électriques, pour contrôler, par exemple, le niveau d'huile, pour contrôler l'apparition de gaz en cas où il y a, par exemple, des gaz qui sont générés au niveau de l'huile, pour contrôler la pression aussi de l'huile, pour contrôler comment dirais-je, les paramètres de réglage de tension et de courant. Et là, vous allez avoir, il y a des chargeurs de prise, etc., qui peuvent assurer ces fonctions-là, d'accord, pour pouvoir, en cas où vous avez soit une diminution ou bien une augmentation, donc on va agir comme on avait fait en S1, donc sur le chargeur de prise pour pouvoir soit augmenter ou diminuer le nombre de spires pour pouvoir aligner la tension d'alimentation à la tension bien sûr, de service. D'accord? Donc, tout ça, c'est des paramètres à prendre en considération pour veiller au bon fonctionnement de ces équipements. Aussi, selon la fonction, pardon, il y a une distinction qui est faite entre la baie d'appareillage de ligne et la baie d'appareillage de transformateur. Donc,
La baie d'appareillage de ligne, c'est celle qui connecte la ligne d'alimentation en tension au jeu de barre. On va voir une figure globale qui vous donne les différents éléments qui vont vous faire là où vous pouvez faire la différence entre les deux. Vous avez aussi la barre d'appareil de transformateur, donc qui relie le transformateur au jeu de barre. Donc, cette deux lignes, elle connecte la ligne d'alimentation qui arrive bien sûr des postes de transmission, d'accord, pour pouvoir alimenter, d'accord, et la baie d'appareil de transformateur, c'est celle qui relie le transformateur au jeu de barre. D'accord, donc ce qu'il faut savoir, c'est que le transformateur, il est connecté directement, d'accord, et non au moyen d'un sectionneur. Donc, ça veut dire qu'on le relie directement à la ligne, d'accord. Il y a aussi une autre baie qu'on appelle la baie de couplure, d'accord. Cette baie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est parce qu'au niveau d'un poste, on n'a pas qu'un seul jeu de barre, on a plusieurs, d'accord. Et ces jeux de barre sont reliés entre eux. À travers quoi? À travers cette baie qu'on appelle la baie de couplure, qui vous permet la liaison entre les différents jeux de barre. D'accord? Donc, généralement, soit vous avez c'est-à-dire une alimentation qui arrive à travers des lignes de transmission par des lignes aériennes, ou bien on peut alimenter à travers un câble souterrain. D'accord? Donc, tout dépend. Si c'est une sous-station, par exemple, on peut, par exemple, envisager une alimentation souterraine. D'accord? Et bien sûr, elle est liée, donc l'alimentation, le câble souterrain, il est fourni à la sous-station via un câble, d'accord, qui est de haute tension, d'une ligne aérienne. Donc la ligne aérienne, elle sert à alimenter le câble souterrain, et le câble souterrain, il va être bien sûr alimenter cette sous-station-là. D'accord? Donc à travers ce qu'on appelle un portail. Un portail, vous allez voir, c'est un socle qui est bien sûr représenté en U, qui vous permet bien sûr de connecter les câbles à son niveau, d'accord. Donc, ce qu'il faut savoir encore, c'est que il y a des installations spécifiques, d'accord, donc qui peuvent être installées pour alimenter le câble en réalité, ce qu'on appelle des réacteurs de compensation, d'accord, qui régulent la puissance réactive, d'accord. Elle nécessite un câble. Ainsi, bien sûr, on peut installer aussi des parafoudres pour la protection. Et des fois, pour les réacteurs de compensation, généralement, c'est ce qu'on appelle les condensateurs, les capacités qui sont utilisées pour pouvoir, bien sûr, compenser l'énergie réactive. D'accord? Et là, on va voir au niveau du poste, il y a tout un système de condensateurs, de capacités qui sont installés, et bien sûr qu'on contrôle à travers les appareils de contrôle de tension et de courant, donc qui sont les TC et les TP, pour bien sûr toujours veiller sur le bon fonctionnement de ces appareils qui nous assurent la compensation. Ce que vous avez, donc regardez, là c'est un schéma qui est global, qui vous donne les éléments d'une sous-station. Généralement, vous avez le poste ou bien la sous-station qui englobe tous les équipements, que ce soit de protection ou bien de coupure ou bien de commande, d'accord. Donc, et là vous voyez, si je pars d'ici, regardez, voilà votre transformateur qui est à ce niveau-là, d'accord. Et ce transformateur, il est bien sûr qui est relié, regardez, directement à l'alimentation à travers le portail. Voilà votre baie. Donc, c'est-à-dire là, c'est un portail qui est là. Voilà, donc qui vous permet d'alimenter directement le transformateur qui arrive, regardez ici, voilà, ça c'est le portail, et juste au-dessus, vous avez là c'est le transformateur, d'accord, qui est relié, regardez, directement vers la ligne, d'accord, donc, et là, vous avez l'alimentation de votre transformateur, ok, à travers des câbles, bien sûr, et l'entrée se fait à travers les bushings, on va voir c'est quoi les bushings après. Vous avez des déconnecteurs, d'accord, à la position 2, là voilà, ici, là parce qu'on voit qu'il y a différents jeux de barres, par exemple, regardez ici, tout est relié ici, c'est les équipements au niveau du poste, ils sont reliés à travers des jeux de barres, d'accord. Donc là, vous avez les déconnecteurs, ils vont servir à déconnecter l'un ou l'autre des appareils ou bien un ensemble en cas de besoin. Vous avez aussi ce qu'on appelle des interrupteurs de mise à la terre. Les voilà. Et là, regardez, vous avez comme ici, comme un bras. D'accord? C'est ce bras-là, la manipulation à son niveau qui vous permet
soit de déconnecter, d'accord, de la terre, ou bien d'assurer la mise à la terre. Donc là, quand il comporte ce bras-là, ça veut dire que c'est des interrupteurs ou bien des sectionneurs de mise à la terre. Vous avez aussi, comme on avait dit tout à l'heure, il y a là à la position 4, ce qu'on appelle les transformateurs de courant ou bien de potentiel, les TC ou bien les TP, pour pouvoir contrôler la tension et le courant au niveau du poste, à tout point de l'installation du poste. D'accord? Vous avez aussi les fameux disjoncteurs qui sont là, les voilà. On voit, ils sont sous forme d'NT, regardez, ici. Vous avez aussi les parafoudres, ils sont là. Voilà, donc c'est pour bien sûr protéger contre une surtension qui est due aux conditions atmosphériques, parce que le poste, il est toujours à l'air libre. D'accord? Ensuite, vous avez les jeux de Barton, on a vu tout à l'heure. Vous avez le mât conducteur de foudre, il est à ce niveau-là. Attends, où est-ce qu'il est? Il est là, voilà. D'accord? Avec des paratonnerres, bien sûr, qui vont vous servir à capter la décharge et la cheminée vers le sol. Vous avez le portail, voilà. Regardez, il y a la ligne ici de transmission. Donc, on arrive de la ligne. Comment connecter vers le poste à travers ce portail-là, d'accord? Bien sûr, regardez, qui comporte des supports pour pouvoir connecter la ligne. Et de la ligne, on va carrément rentrer vers les différentes parties du poste, telles que, par exemple, là, on voit qu'il démarre toujours vers les transformateurs de courant et de potentiel. Ensuite, vous avez ici un bâtiment, ici. Là, vous avez les relais, bâtiments d'exploitation, tous les appareils à l'intérieur qui vous permettent, bien sûr, de contrôler et de détecter, par exemple, des défauts, etc. OK? Donc, pour là, on voit que c'est un poste, c'est une sous-station qui comprend 2 transformateurs. Regardez, un et l'autre, il est là. D'accord? Au niveau des 2, voilà, vous avez le transformateur qui est relié directement. Et là, regardez, par exemple, si on arrive avec un câble, par exemple, souterrain. Donc, d'accord, on rentre directement vers le transformateur. Voilà, donc, vous avez les différents, ce qu'on vient de voir, d'accord? On va commencer par le premier élément qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'élément le plus cher, d'accord? Donc, attendez, qui c'est qui est là? Pardon. Donc, c'est l'élément le plus cher qui est le transformateur, d'accord? Donc, vous avez tous vu. Attends, il y a quelqu'un qui demande à participer. D'accord? Donc, vous avez le transformateur. Donc, vous avez des transformateurs de puissance et vous avez des transformateurs de distribution. Donc, il y a la distribution qui va toujours vers la BT, vers l'utilisateur généralement. Et vous avez aussi les transformateurs de puissance. Généralement, c'est des transformateurs qui sont bien sûr utilisant en MT et en HT. D'accord? Donc, voilà. Donc, regardez, un transformateur de puissance, il est différent. Donc, il a plusieurs autres équipements qui sont associés à ce transformateur. Pourquoi? Parce que c'est une enceinte qui est fermée, donc c'est une machine qui est statique, d'accord? Donc, qui est alimentée en MT ou bien en HT. Donc, c'est plusieurs dizaines et des centaines de kilovolts. Donc, il est exposé à l'air, d'accord? Donc, et là, selon l'endroit et selon le type de fonctionnement, donc vous pouvez bien sûr avoir des problèmes qui peuvent surgir au niveau du transformateur, tels que par exemple les échauffements, d'accord? Donc, parce que à l'intérieur du transformateur, vous avez un liquide de refroidissement, ce qu'on appelle les huiles minérales, généralement, qui assure le refroidissement et l'isolation du transformateur à l'intérieur. Bien sûr, donc ça veut dire que vous avez les bobines de votre transformateur qui baignent dans ce liquide-là, qui est un liquide isolant. Donc, dans ce sens-là, donc, le liquide isolant, généralement, n'est pas suffisant pour pouvoir
assurer un refroidissement à 100% de votre transformateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute ce qu'on appelle, regardez ici, des radiateurs. Ici, et des fois, vous trouvez même des ventilos, d'accord, qui assurent aussi le refroidissement pour éviter toute surchauffe au niveau de votre transformateur. D'accord? Donc, généralement, plus ces postes sont proches du consommateur final, plus la tension elle est faible et plus la taille du transformateur elle est petite. D'accord? Plus vous avez le transformateur qui est loin, c'est-à-dire il est soit au niveau de l'interconnexion ou bien de la transmission. Donc là, vous avez des transformateurs qui sont bien sûr assez importants, donc du point de vue taille, du point de vue tension d'alimentation. Donc bien sûr, ils sont installés à des distances ils sont assez loin par rapport à l'utilisateur, parce qu'on doit passer par nos stations, ensuite des petits postes, d'accord, qui vont transférer ce niveau de tension d'une tension qui est assez élevée vers une tension assez basse, d'accord, donc selon l'utilisation, donc pour pouvoir l'utiliser à proximité immédiate de l'utilisateur. Donc la dimension, elle diffère, par exemple un poste dans un poste par rapport à une station ou bien à un poste de distribution. Donc, regardez ici, par exemple, vous avez un transformateur de 380-110 kV. Vous voyez l'ampleur, donc il est assez important. Du point de vue, là, c'est le niveau de tension du système de transmission au système de distribution. Donc, il a une taille qui est assez importante. Et bien sûr, vous avez tout le système qui va avec. Donc, vous avez la partie refroidissement, vous avez là ce qu'on appelle la partie bushing, d'accord, regardez, c'est là les bushings. Donc, vous avez la partie HT et la partie, par exemple, si c'est un HT MT, donc la sortie, elle est en MT, d'accord. Donc, c'est les bushings qui vous permettent le raccordement des phases. Voilà, regardez l'arrivée qui arrive du portail qui est là, d'accord. Donc, vous avez aussi là, c'est un conservateur, ce que vous voyez ici, d'huile. C'est là où on rajoute de l'huile pour pouvoir, en cas où il y a une diminution du niveau d'huile, donc l'ajout sera bien sûr assuré par le conservateur pour pouvoir introduire. Et là, on peut aussi, vous avez le contrôleur du niveau d'huile, comme on avait vu en BT. D'accord? Donc, il y a on peut contrôler le niveau d'huile. Dès qu'il y a une petite diminution, parce que, par exemple, causée par un échauffement à l'intérieur, parce que quand ça chauffe, ça peut provoquer des évaporations. D'accord? Donc, vous avez le niveau qui va diminuer. Donc, on peut détecter le niveau d'huile. On peut aussi, vous avez des détecteurs aussi, parce que vous avez normalement ici ce qu'on appelle le relais Buchholz. C'est un relais qui va assurer la détection de génération de gaz au niveau du transformateur. Et là, vous avez deux alarmes qui peuvent vous donner l'information en cas où le niveau il est plus bas ou bien un niveau de gaz qui est assez important. Donc, vous avez une première alarme. On va voir après en détail. Vous avez un niveau qui est assez important, assez faible, pardon. Donc, il y a déjà une alarme qui va vous indiquer, il y a une signalisation qui vous indique qu'il y a un gaz qui est dégagé. Sinon, il faut faire attention, donc il faut essayer d'agir rapidement. Ou bien, si le niveau de gaz il augmente encore, c'est-à-dire la quantité elle est assez importante, c'est la deuxième alarme qui va bien sûr s'installer. Et là, ça veut dire que c'est dangereux. Et là, on va voir après, vous avez des équipements spécifiques pour ça qui peuvent vous permettre de détecter. Donc, c'est des appareils qui sont portatifs qui vous permettent de détecter les gaz au niveau des transformateurs en fonctionnement à travers, bien sûr, les vannes de contrôle. D'accord? Donc, et là, on va voir tous ces détails quand on verra le transformateur de puissance, le système de monitoring, comment le maintenir, etc. Donc là, ça nécessite une maintenance qui est assez importante, donc on doit respecter vu que le danger il est important au cas où il y a, par exemple, des défauts, bien génération de gaz, etc. Donc ça peut nuire carrément au fonctionnement du transfo et pourquoi ne pas causer l'explosion. Donc c'est un élément qui coûte très cher, donc on veille à ce qu'il fonctionne dans les règles de l'art et éviter tout type d'endommagement ou bien de destruction de cet appareil. D'accord? Donc, ce que vous avez aussi à ce niveau-là, vous avez donc, comme vous connaissez, un bobinage primaire et un autre secondaire. D'accord? Donc, comme
Comme la puissance côté haute tension, elle passe par une grande bobine, parce que pourquoi? Parce que on veut faire sortir une tension qui est assez importante. Donc toute la constitution de cette partie-là, elle est importante, le noyau, il est important, etc. Donc, vous avez aussi, on sait qu'il y a un champ magnétique créé à l'intérieur du transformateur. Et donc, les proportions des bobines au niveau primaire et secondaire sont différentes, vu qu'on rentre avec une tension et on sort avec une autre qui est plus élevée, ou bien l'inverse. D'accord? Donc, comme je viens de le dire, vous avez l'intérieur, il est rempli d'huile, donc un isolant liquide, d'accord, qui a comme fonction l'isolation et le refroidissement, donc il dissipe la chaleur, d'accord. Donc, vous avez aussi cette huile refroidie par des grands échangeurs de chaleur à côté du transformateur, comme on vient de voir, soit des ventilateurs, soit des radiateurs, d'accord, de sorte que le transformateur soit refroidi correctement et la température ne dépasse pas la température de fonctionnement. Donc, il a une taille assez importante. Donc, les opérations de maintenance dans ce cadre-là, ils sont obligatoires. D'accord? Donc, là, si on se pose la question pourquoi l'entretien, et c'est important, d'accord? Donc, parce que tous les accessoires qui existent au niveau du transformateur doivent être maintenus en bon état, d'accord, et adaptés à l'usage, d'accord. L'objectif secondaire, c'est que on doit conserver un enregistrement historique de l'état de transformation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme c'est des équipements qui sont assez importants, avec des dimensions assez importantes, chaque opération d'entretien ou bien de maintenance qui est effectuée sur l'équipement, on doit l'enregistrer dans ce qu'on appelle un livre de maintenance pour avoir l'historique, parce que l'historique, il est très important. Dans le cadre où on a un problème qui est assez important, au moins on a l'historique et ça peut nous donner une idée sur l'évolution du défaut et comment trouver une solution à ce défaut d'une façon efficace. D'accord? Donc, c'est pour ça que normalement, si on a l'historique, on peut même arriver à trouver des solutions rapidement et bien sûr agir d'une façon plus intelligente pour régler les problèmes au niveau des postes, surtout au niveau des transformateurs. Donc là, qu'est-ce que la maintenance du transformateur, qu'est-ce qu'elle demande en réalité? On peut dire qu'on est en train d'effectuer il faut une maintenance conditionnelle. Donc cet entretien, comment c'est-à-dire l'effectuer et sur quelle base, d'accord? Donc il y a plusieurs étapes ou bien plusieurs comment dirais-je plusieurs points essentiels qu'on doit prendre en considération et qui nous permettent de faire une analyse et un entretien correct au niveau du transformateur. La première des choses, il faut l'inspection. Ça veut dire il faut toujours contrôler, d'accord, pour pouvoir, donc ça veut dire parce que vous avez un système de monitoring, donc ce système-là, il me permet de contrôler pas mal de paramètres et ces paramètres-là sont fixés par des normes bien spécifiques, donc je dois bien sûr contrôler ces paramètres par rapport à ceux donnés par la norme. S'ils dépassent, ça veut dire qu'il y a un problème, donc, et là je dois agir convenablement. Deuxième des choses, pardon, ah oui, il y a un décalage, c'est pas toujours le même point, d'accord? Donc il y a une analyse d'échantillons d'huile, d'accord? Donc des fois, pourquoi? Parce que pour ouvrir un transformateur de puissance, c'est pas aussi facile comme vous le croyez, d'accord? Donc parce que si on l'ouvre, ça veut dire qu'on peut causer pas mal de problèmes, d'accord? Donc il faut essayer de régler d'abord le problème. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que la norme, elle vous dit que 70% d'informations sur l'état du transformateur existent au niveau de l'huile de refroidissement ou bien de l'huile isolante qui se trouve à l'intérieur du transformateur. D'accord? Donc, cette huile-là, quand le transformateur est neuf, on introduit cette huile pour pouvoir le refroidir, assurer le refroidissement et l'isolation. Donc, s'il y a des défauts,
il y a un certain nombre de paramètres à contrôler, que ce soit des paramètres physiques, chimiques ou électriques au niveau de l'huile, qui est caractérisée par ces caractéristiques-là. Si ces caractéristiques limitées par la norme sont différentes, augmentent, ça veut dire que chaque paramètre, il a une signification et chaque paramètre, il nous oriente vers le type de défaut, bien sûr, à travers d'autres analyses qu'on va voir après. D'accord? Pour pouvoir avoir une information correcte sur l'état du transformateur. Donc, on enlève des échantillons et là, vous avez généralement des vannes, une vanne inférieure, une vanne supérieure, qui vous permettent d'enlever l'échantillon d'huile de la base, c'est-à-dire du fond de l'huile, parce que des fois, quand on a des impuretés, qui, par exemple, qui s'introduisent, ou bien vous avez des bouts qui se forment à l'intérieur du transformateur, elles décomptent généralement à la base, c'est-à-dire tout à fait le bas du transformateur. Donc, on doit enlever un échantillon au niveau du bas du transformateur et un autre échantillon à la surface du transformateur. Donc, c'est pour ça qu'on a une autre vanne, bien sûr, par laquelle on peut enlever des échantillons qui est à la surface. D'accord? Parce que des fois, à la surface, on n'a pas de particules qui sont en suspension, on n'a pas de particules en suspension, ça ne peut pas nous donner une information sur l'état de l'huile à l'intérieur. D'accord? Donc, et cet état d'huile, on peut contrôler pas mal de paramètres. On peut contrôler la tension de claquage. Ça veut dire si, par exemple, je trouve que la tension de claquage de l'huile, elle est supérieure à celle préconisée par la norme, généralement, elle est de 70 kV. D'accord? Si elle est supérieure, ça veut dire que mon transformateur, il peut être siège de décharge à l'intérieur. Et si c'est la décharge, si cette tension de claquage elle est assez importante, elle peut provoquer même des décharges importantes et donc l'explosion de votre transformateur. D'accord? Et là, vous allez avoir beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Il y a d'autres paramètres qu'on va détailler généralement quand on avancera dans le cours et quand on étudiera le transformateur seul. D'accord? Parce que vous avez déjà étudié les caractéristiques des isolants, telles que la permittivité, le facteur de perte électrique. Il y a aussi ce qu'on appelle d'autres facteurs, par exemple le point de feu. Le point de feu, ça veut dire c'est une analyse qui peut nous donner l'information à quel degré le transformateur il peut prendre feu. D'accord? Donc, il y a d'autres aussi paramètres encore plus. La tenue Renault, par exemple, il peut y avoir, par exemple, au niveau de la fixation des bouchines, si, par exemple, la fixation n'est pas bonne, il peut y avoir des infiltrations d'impuretés ou bien d'humidité. Donc, il peut provoquer la présence d'eau à l'intérieur de votre transformateur, sachant que l'eau, elle est conductrice, donc elle peut provoquer carrément des décharges. D'accord? Donc, tous ces paramètres-là rentrent en considération. Donc, il faut aussi, parmi ce qu'on peut faire comme pour contrôler, on fait des mesures électriques. Donc, on peut mesurer certains paramètres électriques et voir s'ils sont bons ou bien ces paramètres, ils ont changé. Vous avez le test de l'équipement. Donc, il y a différents tests qu'on peut effectuer sur l'équipement. Par exemple, je prends le test sur le relais Buchholz. D'accord? Il y a une indication qui me dit qu'il y a une petite quantité de gaz qui est générée, donc je dois agir pour voir l'effet de ce gaz. Normalement, on doit le connaître, d'accord? Et quelle est la quantité qui a été générée et comment se débarrasser de ce gaz et par quelle méthode? Vous avez une mesure des températures à l'aide d'une caméra thermosensible. C'est-à-dire, donc, ça veut dire j'ai la caméra, je l'oriente vers le transformateur et là, je peux détecter les points chauds par rapport à la cuve, d'accord? Qui est ce qu'on appelle le tank, c'est-à-dire c'est l'enceinte dans laquelle se trouve le transformateur, c'est-à-dire tout le bobinage avec son isolation, que ce soit solide ou liquide, sachant que le bobinage de transformateur, vous avez les conducteurs plus l'isolation solide, qui est le papier, d'accord, pour pouvoir isoler les spires, isoler les bobines, par exemple la BT de la MT ou bien la MT de la HT. Bien sûr, on peut faire une surveillance hors ligne ou en ligne, donc ça dépend ce qu'on cherche à travers cette surveillance-là. Quels sont les paramètres à contrôler? Est-ce que je peux les contrôler tout en maintenant le transformateur sous tension ou bien il faut que je coupe pour pouvoir les contrôler? D'accord? Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, madame.
D'accord? Donc, ça, c'est pour les détails, on va les voir dans le cours transformateur à part, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. D'accord? Et même ce qu'on appelle les méthodes d'entretien, parce que vous allez voir qu'il y a des stations mobiles qui se déplacent au niveau des sites pour pouvoir contrôler un certain nombre de paramètres. D'accord? Au niveau du transformateur de puissance, tout en gardant le transformateur sur place. C'est-à-dire, c'est pas la peine de le déconnecter et couper l'alimentation au client. D'accord? Donc, on va voir le reste des détails après. Donc, voilà, on va commencer par, normalement, il y a les dispositifs de coupure, mais j'ai essayé d'enlever ça parce que, comment dirais-je, pardon, oh non. Voilà, donc on va commencer par le sectionnement, d'accord, les sectionneurs. Regardez, vous avez ici une photo, malgré que le sectionneur, c'est un appareil de coupure, mais j'ai préféré le faire bien avant parce que vous allez voir qu'est-ce qu'il y a comme type de sectionneur et quel est l'intérêt. D'accord? Donc, regardez, ça c'est un sectionneur, regardez, ça c'est les contacts du sectionneur, regardez. Ils sont en X ici. Et là, c'est une photo pour voir à peu près la forme. Et là, vous avez différents. Par exemple, tout à l'heure, vous avez ce que je vous ai montré au niveau du poste, c'est les contacts, pardon, ils sont horizontaux ici. Là, ils sont on peut dire en ciseaux, d'accord? Donc, du sectionneur. Donc, généralement, on les trouve un peu partout dans un poste ou bien une sous-station parce qu'on a besoin de plusieurs selon la dimension de votre poste ou bien de votre sous-station pour pouvoir être à l'aise en cas où on doit isoler des parties en cas de défaut. D'accord? Donc, selon l'emplacement, il s'agit de sectionneur d'alimentation ou de jeu de barre. Parce que regardez, il est relié au jeu de barre. D'accord? Donc, ça, c'est le sectionneur. L'objectif, c'est quoi? C'est d'ouvrir un circuit, comme on a vu, c'est la même fonction comme BT. D'accord? Donc, d'isoler complètement certains composants du système durable de l'installation. Donc, là, vous voyez, vous avez un sectionneur à coupure horizontale ici. Vous avez regardé 1, 2 et 3. D'accord? Ça veut dire là, vous avez au niveau des lignes, donc vous avez 3 lignes, une ligne triphasée. Chaque phase, elle comporte un sectionneur. D'accord? Généralement, la coupure se fait, normalement, elle doit être faite en toute sécurité. D'accord? Bien sûr, avec des associations de mise à la terre. Pourquoi? Parce que quand je coupe, donc je dois couper à vide et non pas en charge. Imaginez l'ampleur de l'arc qui va surgir si vous coupez en charge, d'accord? Et en même temps, cette partie-là, pour qu'il n'y ait pas d'arc résiduel, donc qu'est-ce que je fais? Je dois connecter vers la terre en amont et en aval de l'appareil sur lequel on veut intervenir, d'accord? Ça dépend si c'est un sectionneur qui est relié au transformateur, donc je dois, bien sûr, le côté amont, il doit être relié à la terre et le côté aval, il doit être aussi relié à la terre. Donc, c'est les deux côtés, voilà, parce que regardez, pour avoir, pardon, excusez-moi, voilà, vous avez, regardez, deux supports, d'accord, qui permettent d'avoir la fermeture de contact horizontal. D'accord? Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez les sectionneurs de mise à la terre, ou bien ce qu'on appelle MALT ou sectionneur de terre. C'est vrai, je dis MALT parce qu'on parle de mise à la terre. Mais il y a une façon de mettre, d'après, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer carrément des vidéos, mais pas au fur et à mesure qu'on avancera, qui vont vous permettre de voir c'est quoi le MALT et quel est l'intérêt, parce que quand on intervient sur une ligne MPO-HT, sur un pylône, on ne peut pas intervenir directement comme ça tout en laissant. Il y a des opérations qui se font sous tension. Il y a d'autres, non. Donc, on va mettre à la terre. Comment mettre à la terre? À travers ce qu'on appelle le MALT. Je vais vous montrer comment il est, la forme, d'accord? Et comment le placer sur une ligne pour pouvoir, bien sûr, isoler, c'est-à-dire mettre à la terre et s'assurer après qu'il n'y a pas avec le détecteur, bien sûr, de présence de tension, d'accord? Comme quoi qu'il n'y a pas
de tension pour pouvoir intervenir au niveau de la ligne, d'accord? Et bien sûr, les deux, généralement, l'ensemble, ils contribuent à la mise en sécurité d'une portion du réseau électrique parce qu'ils sont utilisés pour isoler une partie du réseau qui est généralement mise en défaut, d'accord? Soit accidentellement ou bien d'une façon, je ne sais pas, peut-être aléatoire ou autre. Donc, voilà. Là, vous avez les sectionneurs de mise à la terre, ce qu'on appelle earthing switch, d'accord? Donc, regardez là, vous avez soit en photo, soit vous avez des photos qui sont, voilà, ici, qui représentent ce sectionneur-là. Et là, le voilà, regardez. Voilà la barre, voilà, qui est à travers une petite armoire ici, qui permet, regardez, voilà vos câbles, voilà, qui acheminent, bien sûr, ce qu'on veut éliminer comme décharge vers vers la terre, voilà, vers la prise de terre. D'accord? Donc, ça veut dire ce qu'il faut savoir, que toutes ces parties-là, qui se trouvent au niveau du poste, y compris, par exemple, le portail que vous voyez ici, donc, tout le reste est mis à la terre pour pouvoir assurer la sécurité. Donc, c'est quoi ces sectionneurs? On sait que le sectionneur, c'est un interrupteur. On a déjà vu ça en S1. D'accord? Sauf que, quelle est la différence entre l'interrupteur et les sectionneurs? Quelle est la différence? Allez-y, je vous pose la question. Quelle est la différence? Le pouvoir de coupure. Exact, Amira. C'est le pouvoir de coupure. D'accord? C'est pour ça qu'on doit le manœuvrer à vide. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne une connexion à la terre sûre et fiable. D'accord? Pour un système qui met hors tension. Il prévient le danger. Bien sûr, quand vous avez un processus de charge. Et bien sûr, en combinaison avec les sectionneurs, il crée un environnement de travail sûr à l'intérieur du poste. D'accord? Parce que, quel que soit, on est obligé de l'intégrer au sectionneur pour pouvoir manipuler et exercer toutes les fonctions d'entretien et de maintenance en toute sécurité. Parce que là, regardez, en BT, l'opérateur peut être exposé au danger. C'est pour ça qu'on parle d'habilitation électrique BT et d'habilitation électrique en MT HT. D'accord? Donc, même la personne ici, quand elle manipule, elle doit être habilitée. Ça veut dire qu'elle a été formée sur ce genre d'équipement, d'accord? Pour pouvoir assurer, bien sûr, les opérations de maintenance ou bien d'intervention, quel que soit le problème. D'accord? Donc, on ne peut pas intervenir comme ça, sans rien. Et bien sûr, pour ça, il y a aussi des équipements spécifiques que doit utiliser l'opérateur pour intervenir. OK? Donc, là, pourquoi? Parce que le danger, il est vraiment important. OK? Et donc, la personne doit être au courant du danger et la manière comment le gérer pour pouvoir, bien sûr, assurer la maintenance en toute sécurité. Vous avez aussi regardé, donc, vous pouvez avoir différentes formes, donc, et différentes combinaisons, OK? Donc, là, par exemple, regardez, c'est les sectionneurs qu'on vient de voir horizontales, regardez quand ils sont ouverts. Vous avez aussi les sectionneurs verticales, regardez verticaux, et généralement, on trouve ça au niveau des cellules, les postes MT. Regardez déjà, c'est un sectionneur vertical, 36 kV. Celui-là, 252 kV. Et là, vous avez sectionneur porte-fusible, regardez. D'accord? Là, si on voit la forme en haut, c'est comme si vous avez la fermeture, elle se fait sous forme d'éventail. D'accord? Et donc, les fusibles, les voilà. C'est un sectionneur fusible 38,5 kV. D'accord? On est en MT. Vous regardez à peu près la dimension du sectionneur. Donc, bien sûr, qui vous permettent. Et quand vous combinez les deux, bien sûr, vous avez le sectionnement et la protection en même temps. D'accord? Donc, et vous permettent de protéger l'équipement ou bien le composant que vous voulez, auquel lequel est connecté, bien sûr, à ce sectionneur. Voilà. Maintenant, on va passer à d'autres, d'accord, qui sont les transformateurs de courant et de potentiel. Est-ce que
comment vous mesurez, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il mesure, le transformateur de courant ou bien le transformateur de potentiel, de tension? Le courant et la tension. On doit diminuer d'abord la valeur pour les mesures. Comment les diminuer? En utilisant des TC et des Donc, qu'est-ce qu'il fait le TC? Qu'est-ce qu'il vous donne? Est-ce qu'il vous donne la valeur directement du courant? Non, une valeur abaissée avec un rapport connu. Donc, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne l'image du courant. D'accord? Donc, à travers cette image, vous avez un rapport de transformation suivant le transformateur. Et là, vous pouvez, en le multipliant, c'est là où vous allez avoir la valeur réelle. D'accord? Donc, il vous donne des valeurs qui sont assez réduites. D'accord? La même chose. Donc, on dit qu'il nous donne l'image du courant parce qu'on ne peut pas mesurer. Parce que si ce courant, il passe directement par cet appareil, d'accord? Il vous donne la valeur. On peut faire exploser l'équipement. D'accord? Parce que généralement, c'est des valeurs qui sont assez importantes. Ou ces équipements on les appelle les équipements de mesure. D'accord? Donc, ils sont introduits de telle manière à mesurer ces courants et la tension, donc ces appareils de mesure, pour pouvoir gérer le problème en cas où vous avez des surtensions ou bien des surintensités. D'accord? Malgré que, parce que pourquoi? On a des appareils de protection tels que le disjoncteur qui est installé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le système de protection qui est assuré par le disjoncteur, malgré qu'on sait que le disjoncteur, il a des calibres bien définis, c'est-à-dire à partir desquels on a choisi, d'accord? Donc, je choisis le disjoncteur selon le courant d'alimentation réel et à travers ces appareils, je vais contrôler. Donc, si le courant il est toujours respecté, donc vous avez un fonctionnement normal. Si le courant il est différent, donc il augmente, donc on va essayer de détecter. C'est pour ça l'emplacement il est bien étudié de telle manière à contrôler la valeur du courant et la valeur de la tension en tout point de votre poste. D'accord? Donc ça veut dire là où je peux avoir l'accès, d'accord, pour pouvoir avoir l'information sur le courant et bien sûr régler le problème en cas d'urgence. D'accord? Ou bien, comment ça se passe? Vous avez les baies de contrôle. D'accord? Par exemple, au niveau d'une sous-station, au niveau de la baie de contrôle, vous avez tout un système informatisé à travers des logiciels, d'accord, qui vont permettre de signaler les défauts en cas d'apparition. D'accord? Donc, et même vous indiquez le lieu exact au niveau du poste. Donc, l'opérateur qui est au niveau du poste de la baie de contrôle ou bien le poste de contrôle, elle est là à surveiller au niveau du logiciel, d'accord, de monitoring. Dès qu'il y a l'apparition, donc, il donne l'information à l'opérateur qui intervient pour la maintenance, d'accord, et même l'endroit exact pour qu'il puisse se déplacer là où il faut. D'accord? Parce qu'un poste immense ou bien une sous-station, donc on ne peut pas y aller, bien sûr, brancher point par point pour pouvoir trouver où est-ce qu'il est le problème. D'accord? Donc, il vous donne une idée, donc une valeur qui est assez réduite, d'accord, pour pouvoir avoir l'image du courant et là, bien sûr, translater vers la valeur réelle. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame, c'est clair. Oui, madame. D'accord. Donc, pour leur forme, vous voyez la forme à peu près, elle est différente. D'accord? Donc, et là, on va voir même du point de vue constitution. Donc, là, vous avez un certain nombre de points. Donc, vous avez la nécessité d'avoir les données pour déterminer l'état, bien sûr, du transformateur de courant et de potentiel. D'accord? Donc, l'état du poste, vous pouvez le contrôler à travers ces appareils-là. D'accord? Donc, ça nous permet d'avoir à tout moment, c'est-à-dire les valeurs, d'accord, et de le contrôler d'une façon plus intense, d'accord? De plus, ces données peuvent être traitées, comme vous le voyez, par les systèmes de protection et de contrôle.
d'accord, donc au niveau de la pour qu'il puisse répondre automatiquement en cas de perturbation, d'accord. Donc tout est réglé de telle manière à ce que on peut cerner le problème rapidement dès son apparition, d'accord. Donc et là vous voyez c'est différent et généralement quand on contrôle, dans le cas où vous avez ce problème-là, donc qu'est-ce qu'il fait le TC et les TP? Donc il nous donne l'information sur la valeur du courant ou bien de la tension. Donc on a des équipements de protection. Donc comment avoir l'information vers la protection pour qu'elle puisse ouvrir cette partie-là, d'accord? Ou bien donner l'information vers les disjoncteurs. Donc le TC, qu'est-ce qu'il fait? Il va capter l'information du courant. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait cette information? Il va carrément l'envoyer vers un relais de détection qui est relié directement, ou bien ce qu'on appelle, vous avez les petites centrales là, d'accord, au niveau d'une centrale de contrôle, d'accord, qui est relié directement vers les disjoncteurs pour qu'elle puisse envoyer l'ordre vers le disjoncteur de protection pour qu'il puisse ouvrir cette partie-là qui est concernée par le défaut. D'accord? Donc, on va voir qu'il y a différents types différents modèles, d'accord, de transformateurs de courant qui sont censés réduire le courant à des valeurs maniables et proportionnelles au primaire, bien sûr, d'origine. Donc, pardon. Et bien sûr, séparés du circuit à haute tension et les instruments de mesure comme les compteurs, le relais, etc. D'accord? Donc, vous voyez, il y a différents modèles. Donc, et ces différents modèles peuvent contenir différents types d'isolation, comme l'isolation au niveau du transfo. Vous avez au niveau du TC et du TPP, au niveau des postes MTHT. À l'intérieur, regardez, c'est un appareil qui est fermé, on ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il y a une partie isolation pour pouvoir, cette isolation, elle nous sert bien sûr à assurer l'extinction d'arc en cas où, par exemple, le système de mesure lui-même qui présente un défaut. Donc, vous avez soit des isolations papier huilé, soit des isolations à gaz, soit des isolations qui sont sèches. Et là, vous avez différentes formes et différentes dimensions. Si on va voir à peu près, vous avez regardé, c'est le modèle de votre de TC, d'accord? Vous avez le modèle CA et LB qui sont là. Et là, c'est juste à titre d'information pour que vous puissiez voir la constitution à l'intérieur et quelles sont les différentes parties qui bien sûr forment cet équipement pour qu'il assure sa fonction convenablement. Là, regardez, vous avez différents constituants, d'accord? Donc, vous avez un compensateur de volume d'huile. Pourquoi? Parce que là, c'est un TC à isolation d'huile, d'accord? Regardez. Voilà, au niveau de la tête ici, regardez, vous avez ce qu'on appelle le compensateur hydraulique ici de volume d'huile. Donc, il y a ici, on introduit un peu d'huile, d'accord, d'un certain niveau, pour qu'il compense pour l'isolation, d'accord, à l'intérieur de votre transformateur de mesure. Et là, bien sûr, parce que le refroidissement se fait en longueur ici, s'il y a un manque, donc de cette partie-là, on peut introduire le manque pour ne pas avoir une diminution du niveau. Parce que regardez, ici, vous avez un indicateur à cette position-là qui vous indique le niveau d'huile. Est-ce qu'il est bon ou bien il a diminué? Quand est-ce qu'il diminue? Quand il y a des échauffements automatiquement. Et là, c'est vrai que ce qu'on appelle, pardon, c'est des TC qui sont à base d'huile. Et généralement, ceux qu'on trouve actuellement, ils sont plus à base de gaz, qui est le SF6 ou bien le vide. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le niveau d'huile ici, il est réduit, mais généralement, ils ont peur du risque d'explosion au niveau de l'huile parce que quand il s'évapore ou bien il est chauffé, il peut générer des gaz et ça peut provoquer l'explosion. Vous avez la borne primaire, le noyau des enroulements, les conducteurs primaires, secondaires, l'isolant à l'intérieur. Donc, l'isolant, il est en porcelaine ou bien en silicone. D'accord, le raccordement, les prises d'échantillons, regardez. Donc, vous avez une vanne ici, qui est à ce niveau-là, qui vous permet de prendre un échantillon d'huile pour une analyse, bien sûr, éventuelle. Et vous avez les bornes de mise à la terre qui sont à ce niveau-là. Vous avez ici une borne de mesure de tangente delta.
Tangente delta, on l'a déjà expliqué la dernière fois. C'est quoi le tangente delta? Qu'est-ce qu'il représente au niveau de votre équipement? C'est quoi le tangente delta? Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi tangente delta? Ça n'a pas de relation avec les câbles. Les fils ou les câbles utilisés du transformateur. Les câbles du transformateur. Oui. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du câble? Qu'est-ce qui se passe? Par rapport aux échauffements. Quand ça échauffe, quand ça chauffe, qu'est-ce qui se passe? Le matériau se dilate. Le matériau se dilate. OK? Donc, il y a ce qu'on appelle, parce que l'isolant, il est caractérisé par quoi? C'est quoi l'isolant? Donc, c'est un diélectrique. Oui. D'accord? Donc, ça va me donner quoi? Tangente delta, c'est le facteur de perte diélectrique. Ça veut dire de perte de la fonction d'isolation. D'accord? Donc, et ce facteur, il est déjà fixé par la norme. Il a une valeur qu'on ne peut pas dépasser. D'accord? Comme il y a de l'huile à l'intérieur, cette huile, elle a ses caractéristiques. Parmi ses caractéristiques, c'est le tangente delta. D'accord? Donc, qui est fixé par la norme, il a une certaine valeur. D'accord? Donc, si cette valeur, elle est dépassée, ça veut dire qu'il y a des pertes à l'intérieur. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, là-bas, ils ont inséré au niveau de votre TC à ce niveau-là, d'accord, qui est là, voilà, la borne 11, prise mesure tangente delta. Ça veut dire ici, c'est quoi? Je prends l'échantillon à ce niveau-là pour mesurer rien que, parce que le tangente delta, il est mesuré avec un appareil bien spécifique, ce qu'on appelle le pan de Schilling. D'accord? C'est un pan qui est fabriqué avec des capacités de résistance qui vous permet de mesurer ce paramètre-là. D'accord? Et avoir une idée sur, c'est comme on le contrôle, parce que c'est comme le transformateur, c'est la même chose. S'il y a des pertes, il y a un problème. D'accord? Donc, on doit éviter pour s'assurer que l'appareil de mesure travaille toujours dans de bonnes conditions. D'accord? Donc, vous avez, même pour l'autre modèle, c'est pareil, il comporte les mêmes éléments. Voilà. Ici, donc, c'est TC. Ils ont un certain type, ils les appellent selon la forme, d'accord? Par exemple, celui-là, il l'appelle type fourche et celui-là, il l'appelle le type inversé, d'accord? Donc, ils ont un certain nombre de caractéristiques. Donc, ils disent que tout type de noyau de mesure et de protection, donc, ils peuvent avoir différents types qu'on peut placer à l'intérieur. Comme c'est un transfo, donc il a un noyau à l'intérieur, ok, une bobine. Donc, il a une grande capacité pour courants nominaux et de court-circuit qui sont très élevés, d'accord? Donc, il peut supporter des courants de court-circuit qui sont assez importants. C'est-à-dire, donc, il faut atteindre une valeur qui est vraiment importante pour qu'il puisse réagir. Donc, sécurité renforcée, résistant à l'arc interne, parce qu'il y a l'isolation à l'intérieur, et compensateur métallique et prise de mesure de tangente delta. D'accord? Et celui-là, pour le second qui est là, on va regarder le bas et généralement, il a un support, comment dirais-je, d'emplacement qui est assez important. Donc, on dit excellente réponse sismique. Ça veut dire, même quand vous l'installez, il ne bouge pas en cas de problème, en cas de tremblement de terre. Bonne disposition du chauffage du primaire. D'accord? Donc, dimension réduite, ce qui les rend extrêmement maniables. Donc, il est plus petit que celui-là. Donc, même pour l'installation, c'est-à-dire il est plus facile du point de vue poids aussi, pour voir le poids. Et vous avez aussi compensateur métallique et prise de mesure de tangente delta. Les deux, ils sont idéaux pour installation sur poids de mesure grâce à leur très haut niveau de précision aussi. D'accord? Ils ont aussi une excellente réponse fréquentielle, idéale pour le monitoring donc de la qualité d'onde des mesures d'harmonique. Donc, ça veut dire que ici, dès qu'il y a l'apparition du point de vue fréquentiel, il y a des harmoniques qui apparaissent, donc il y a l'indication qui est rapide, d'accord, pour pouvoir avoir l'information et régler le problème rapidement.
Et bien sûr, apparemment, ils disent qu'on peut les utiliser sur des filtres alternatifs et continus, par exemple au niveau des stations qui sont destinées pour la transformation de l'alternative vers le continu. High Voltage Direct Current, donc le HVDC, d'accord, donc ils sont plus préconisés que d'autres. Voilà, là c'est une application, vous avez un transformateur de courant, regardez à peu près la dimension, donc c'est un transformateur de courant de 245 kV. Il est là, pourquoi? C'est pour protéger et bien sûr assurer la protection et la mesure du courant au niveau des, regardez, là vous avez les batteries de compensation d'énergie réactive au niveau du poste. Vous voyez, c'est différent par rapport à si on avait par exemple des condensateurs par exemple en MT, par exemple au niveau des cellules ou autres, c'est différent. D'accord, là regardez, ils sont exposés. Là, dans un poste à l'air libre, d'accord, là où ça demande, regardez, beaucoup d'entretien, etc. Même la forme, comment dirais-je, le couvercle, là, des capacités, ça, il est différent parce que pour qu'il ne soit pas exposé vraiment au niveau des, comment dirais-je, des contraintes atmosphériques, etc. D'accord, donc, là, c'est pour voir un exemple, pour voir à quoi ils servent les TC et dans quel cadre on peut les utiliser. D'accord? Voilà. Là, c'est des transfos qui protègent les lignes. Voilà, une ligne triphasée. Donc, chaque ligne comporte un transformateur. Regardez la liaison à ce niveau-là. D'accord? C'est des transformateurs, regardez, de 765 kV. C'est assez important. D'accord? Donc, c'est des tensions qui sont très élevées. OK? Donc, il faut veiller à ce que l'appareil soit de bonne marque, d'accord, et dans les conditions, toutes les caractéristiques le concernant obéir à la norme, qui sont données donc aux limites qui sont fixées par la norme, pour pouvoir les installer au niveau des postes comme ça, à des envergures, bien sûr, qui sont assez importantes. Donc, vous avez aussi, voilà. Là, c'est d'autres transformateurs pour mesurer enregistrement, d'accord? Donc, de 420 kV à ce niveau-là, d'accord? Et là, bien sûr, ils peuvent nous mesurer et nous enregistrer toutes les informations concernant l'équipement qu'ils protègent. Donc, suivant les différents types d'isolation qui peuvent exister, donc on avait dit qu'il y a l'isolation papier huilé, donc soit à l'intérieur vous avez du papier qui est huilé, donc imbibé avec de l'huile isolante, donc, et là vous avez la gamme de courant qui est primaire qui est utilisée, donc elle est assez importante de 1 jusqu'à 5000 ampères, donc jusqu'à 5 kA. Bien sûr, le système de compensation du niveau d'huile, comme on vient de le voir tout à l'heure au niveau du schéma, donc il est bien régulé de manière efficace, d'accord, pour pouvoir nous régler le niveau d'huile qui est dû, bien c'est la variation du niveau d'huile qui est due aux variations de la température. La valve de prise d'échantillon d'huile pour analyse périodique, donc il faut elle est bien installée et de bonne qualité. On dit que les matériaux qui sont utilisés dans ce type de TC sont recyclables et résistants aux intempéries. Ça veut dire qu'ils ne s'usent pas quand ils sont exposés aux contraintes atmosphériques. Leur conception avancée respecte la législation environnementale car elle utilise des huiles isolantes de haute qualité aussi. D'accord? Donc, c'est-à-dire, pour pouvoir avoir au niveau de l'isolation des problèmes, il faut vraiment qu'il y ait un problème vraiment sérieux pour pouvoir endommager le TC lui-même. Ce qu'il y a encore, pardon, vous avez l'isolation à gaz aussi, donc on peut, à la place de l'huile, utiliser du gaz, d'accord, bien sûr, il faut un gaz inerte, bien sûr, qui n'est pas actif, d'accord. Donc, la sécurité dans le transport et les services grâce à l'isolation synthétique, le monitoring online de l'état d'isolation au moyen de l'alarme de manomètre. Donc, on doit installer un manomètre pour qu'il donne l'alarme en cas de dégagement de gaz. La conception extrêmement légère, donc ils sont légers.
Ils sont conçus pour minimiser le volume. Donc, ça veut dire que quand ils sont à gaz, le volume de l'équipement lui-même, il est réduit. Donc, la pression des fuites de gaz et ainsi réduire sont réduites. D'accord? Et aussi l'impact, ils ont leur impact sur l'environnement parce qu'il y a un gaz à l'intérieur. En cas de problème, c'est l'explosion. Vous avez l'isolation sèche. Donc, l'isolation sèche, généralement, c'est comme les transformateurs à sec. Les transformateurs à sec, ils sont carrément moulés de résine. D'accord? Donc, c'est la même chose. Ils sont moulés en résine haute rigidité électrique. Ils ont un bobinage primaire avec éclateur pour protection contre les surtensions. Pourquoi? Comme on l'a déjà vu, l'éclateur, donc c'est deux électrodes qui servent à acheminer, bien sûr, la surtension vers la prise de terre. OK? Conception compacte qui facilite aussi le transport. Installation verticale horizontale, donc on peut, c'est-à-dire l'installation dans ce sens-là, verticale horizontale, tout dépend de ce qu'on cherche. Possibilité d'isolant en silicone. Donc, ça, on peut, parce que si vous avez remarqué, regardez ici, je reviens vers là, vous voyez ici, tout l'extérieur de votre équipement, il est isolé. Cet isolant, donc, qui est la matière avec laquelle il est composé, cet isolant, elle peut différer. D'accord? Donc, je peux utiliser l'un, par exemple, comme il vient de dire, donc, ils peuvent être en silicone. Ils peuvent être, par exemple, en PVC, le polychlorure de vinyle, donc tout type d'isolant, à condition que l'isolant ait de bonnes caractéristiques, que ce soit électrique, physique ou chimique. D'accord? Donc, on va essayer de... Est-ce que c'est clair jusque-là? Pour les TC, généralement, c'est presque le même principe pour les TP. Donc, les TP, c'est qu'on doit contrôler généralement la tension au lieu que ce soit le courant. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, madame. Oui, madame. OK, donc on continue. Voilà. Et là, j'ai essayé de voir, comment dirais-je, résumer en réalité par rapport à la norme CEI, parce que, comme on l'a toujours dit, que tout ce qui est MT, HT, même la BT, est basé sur la norme. C'est-à-dire toutes les informations se trouvent au niveau de la norme. Donc, il y a même les définitions des différents équipements, ils sont définis par la norme, qui est la CEI, donc qui nous donne bien sûr un certain nombre d'informations concernant ces équipements pour pouvoir bien bien sûr, elle nous donne même les détails, d'accord, concernant le paramètre, leur utilisation, le matériau les constituants, pour pouvoir bien sûr maîtriser leur fonctionnement au niveau des postes. Par exemple, pour l'interrupteur, à travers la CEI, c'est un composant ou bien ayant un organe de commande, d'accord? Donc, parce qu'il sert à la fermeture et l'ouverture, d'accord? Donc, pour pouvoir interrompre ou bien établir le courant dans un circuit ou bien une partie du poste. Par contre, le disjoncteur, on l'a déjà défini en BT, c'est à peu près la même définition. Donc, c'est un instrument mécanique qui est capable d'établir ou bien de supporter et couper des courants dans les conditions normales et bien sûr dans les conditions spécifiées, c'est-à-dire anormales, d'accord, telles que les courts-circuits ou d'autres défauts, d'accord. Donc, ils peuvent être à huile, comme on vient voir pour les TC, donc ils peuvent être à huile, à isolation huile, ils peuvent être isolés à l'air, ils peuvent être isolés au SF6 ou bien à vide. D'accord? Le contacteur, comment il est défini? Regardez ici, à travers la CEI en HTMT, c'est comme, on peut dire que c'est comme un disjoncteur qui n'a qu'une seule position de repos. D'accord? Donc, parce que elle est destinée pour la commande. D'accord? Il a une seule position de repos, soit fermé, soit ouvert. D'accord? Par contre, le sectionneur, non. Le sectionneur, c'est un appareil mécanique comme le disjoncteur, d'accord, qui assure bien sûr le sectionnement
d'accord, en cas de conditions spécifiques, en cas de problème. Donc, je peux agir à travers le sectionneur pour isoler la partie en défaut. D'accord? Donc, vous avez différentes fonctions. Il y a les sectionneurs de ligne, il y a les sectionneurs du neutre, de mise à la terre du neutre, il y a les sectionneurs de mise à la terre, comme on l'avait dit tout à l'heure. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on l'avait dit, que le sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure, il sert à assurer la sécurité des intervenants. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas à intervenir, pardon, j'ai touché, excusez-moi. D'accord, donc il n'a pas, on ne peut pas le couper en charge. Les coupe-circuits à fusibles. Les fusibles, ils sont utilisés en BT, en MT et en HT. D'accord, donc bien sûr, ils peuvent acheminer des courants de l'ordre vraiment de kiloampères, d'accord, ou bien d'ampères, mais c'est des valeurs qui sont assez importantes. D'accord, et ils permettent de couper le circuit en cas de problème quand vous dépassez bien sûr un temps suffisant, bien sûr, ou bien un courant qui dépasse la valeur nominale qui représente le calibre. Vous avez le courant conventionnel de déclenchement de fusion, d'accord, comme on l'avait vu pour embêter, donc c'est la valeur spécifique du courant qui provoque bien sûr le déclenchement du disjoncteur. Donc s'il fusionne, donc il va couper donc automatiquement le disjoncteur auquel il est associé comment dirais-je, le fusible. Donc au niveau du circuit, au niveau du même circuit, il va nous permettre de couper bien sûr le circuit. Vous avez le pouvoir de coupure, ils sont caractérisés par le pouvoir de coupure. On a déjà dit que c'est le courant présumé de court-circuit qu'un dispositif peut couper, d'accord, dans des conditions d'emploi normales, d'accord. Le courant minimal de coupure, généralement, c'est le courant qu'un fusible peut couper, bien sûr, aussi dans des conditions spécifiées. Par contre, le courant présumé, c'est le courant qui circule dans le circuit si le dispositif de coupure était remplacé par un conducteur d'impédance négligeable. D'accord, donc, c'est-à-dire que c'est le courant qui parcourt le courant le moins résistant. D'accord, donc, généralement, pour acheminer le courant le plus important vers le sol. Voilà les disjoncteurs. Regardez, c'est une forme qui est carrément différente de ce que vous avez l'habitude de voir en BT ou bien même en MT, les disjoncteurs numériques. D'accord, donc il y a différents types de construction. Soit les disjoncteurs, regardez, là c'est des disjoncteurs à vide. Regardez l'intérieur comment qu'il est. D'accord, donc c'est un dispositif qui assure la protection, d'accord. Il peut être de différentes constructions, donc disjoncteur à grand ou bien faible volume d'huile, donc il peut comporter une isolation à l'huile. Ou généralement maintenant, malgré que c'est des disjoncteurs qui sont, comment dirais-je, à faible niveau d'huile, mais par rapport aux techniques de coupure, donc ce mode, généralement, il est, comment dirais-je, il a un nom. Ils ont été utilisés plus ce genre de dispositif en HTB, d'accord. Donc pourquoi en HTB? C'est parce qu'ils ont assuré une diminution qui est assez importante de l'encombrement. Parce que ce qui existait avant à l'air ou autre, ils avaient une dimension beaucoup plus importante. Donc, c'est pour ça que grâce à cette technologie, bien cette technique, généralement, ils l'appellent volume d'huile réduit, c'est la VHR. C'est la VHR, d'accord. Ils ont pu minimiser la dimension du disjoncteur, d'accord. Donc, par contre, ces disjoncteurs, il existe toujours en HTA et en HTB, hein, d'accord. Dans certains pays, donc on les utilise pour les deux niveaux de tension, d'accord. Par contre, il y a ce qu'on appelle
d'autres dispositifs qui les remplacent. Généralement, jusqu'à aujourd'hui, on essaie de remplacer plus leur substitution, surtout déjà en Europe et aux États-Unis, en USA, ils sont plus substitués par des disjoncteurs SF6 ou bien à vide, qui sont isolés à vide. D'accord? Parce que pourquoi c'est-à-dire ils œuvrent pour leur disparition. Généralement, pour eux, ces disjoncteurs, ils présentent un danger qui est inhérent à l'huile, d'accord? Et pourquoi? Parce que l'huile, elle est inflammable, elle a comme caractéristique, elle est inflammable et explosive. Donc, quand il y a des défauts, donc votre équipement, il peut exploser et il peut prendre feu, d'accord? C'est pour ça qu'ils essayent de les substituer par ceux à base de vide et de SF6, qui est un gaz qui est inerte et qui a des caractéristiques qui sont très importantes. Donc, voilà, regardez les disjoncteurs comment ils sont, leur forme on les appelle circuit breaker, d'accord? Donc, ils sont très importants. En plus, en premier lieu, il y a le transformateur qui est l'élément le plus cher. Ce qui vient après, c'est le disjoncteur, d'accord? Donc, ils ont la capacité de protéger tous les équipements se trouvant au niveau du poste, donc que ce soit les lignes, les jeux de barre, les transformateurs et d'autres équipements, d'accord? Et ce qu'il faut savoir que, regardez, on voit toujours, il y a la mise à la terre, d'accord, de tous ces équipements, parce que, regardez, il y a l'alimentation qui arrive, d'accord, et le reste, c'est bien sûr, toujours, il y a une borne qui est reliée à la borne achetée et l'autre qui est reliée à la terre, donc pour pouvoir les mettre à la terre, d'accord, donc pour acheminer tout type de défaut vers le sol. Voilà, regardez ici, ça c'est un disjoncteur de 800 kV, regardez la dimension, d'accord, qui est là pour pouvoir, bien sûr, protéger certains équipements au niveau du poste. Là, cette image, elle vous montre, attendez, je vais l'agrandir, peut-être c'est mieux. Voilà. Donc, c'est un disjoncteur qui est en essai. Donc, ça veut dire, comme je vous ai parlé la dernière fois, il y a les laboratoires d'essai, ils doivent être équipés de transformateurs d'essai, d'accord? Donc, ils sont destinés pour les essais de tous les équipements utilisant MTHT. Voilà votre disjoncteur ici qui est dans un laboratoire pour pouvoir effectuer des tests sur ce transformateur. Donc, voilà, il est relié au disjoncteur auxiliaire, d'accord, de mesure et bien sûr la mesure de tension, d'accord, ici, pour pouvoir voir est-ce que le disjoncteur, il répond aux caractéristiques nominales fixées par la norme ou pas. S'il répond aux caractéristiques, ça veut dire qu'il est bon. Donc là, on peut l'installer au niveau du poste. S'il ne répond pas, on doit essayer de voir où est-ce qu'il est le problème. Et donc, on doit rectifier au niveau des usines de fabrication pour pouvoir, bien sûr, pour pouvoir trouver le problème et le régler avant qu'il soit fabriqué davantage et le commercialiser. Voilà. Donc, d'après la norme, regardez, au niveau des types de la norme, elle a établi une courbe, des courbes qui vont vous permettre, bien sûr, d'identifier la différence entre les différents types d'isolation au niveau des disjoncteurs. D'accord? Par exemple, ici, vous avez un disjoncteur à SF6, 72,5 kV. Dans le temps d'ouverture, regardez de ces pôles, en cas de défaut, regardez le temps, il est de 35 millisecondes. Vous voyez? Donc, quand même, le temps, il doit être le plus court possible, c'est-à-dire sans le sentir, pour pouvoir assurer une bonne protection. Regardez, cette courbe, elle vous présente la tension, bien sûr, de déclenchement en fonction de la distance interélectrode, c'est-à-dire au niveau de vos... Pardon. Au niveau du disjoncteur. Donc, comme je viens de voir, regardez, quand vous venez de voir, regardez, vous avez l'air au départ, dont la tension elle est plus faible. Ensuite, vous avez le SF6,
Ensuite, vous avez l'huile. Là, le vide. Ensuite, ici, le SF6 qui est, bien sûr, à forte pression. D'accord, à 5 bars. Là, il est à 1 bar. Comment ils expliquent là? L'huile, elle est bon, regardez, elle est bon. Mais le problème, comme je viens de le dire, c'est que cette huile-là, elle est inflammable et explosable. C'est pour ça qu'on on veut le remplacer, bien sûr, avec ce qu'on appelle le SF6 et le vide. D'accord? Parce que généralement, ceux qui ont essayé d'exploiter ce genre de la coupure à vide ou bien la coupure à base de SF6, ils ont trouvé que ces propriétés les propriétés de ce type d'isolant est exceptionnelle du point de vue extinction de l'arc. Ça veut dire ils sont malgré que l'huile vraiment la coupure elle est vraiment extraordinaire et en plus ce qu'il faut savoir que les bacs de rétention, bien au niveau des équipements à base d'huile, ils demandent ce qu'on appelle une maintenance préventive dans ce cadre-là. Par contre, pour tout ce qui est à base de SF6 ou bien à base d'huile, vous avez au niveau de la coupure, au niveau de ces pôles-là, par exemple par rapport à la coupure, vous avez quand même une coupure, comment dirais-je, qui est étanche et de faible dimension. C'est-à-dire ici on insère des pièces de contact qui sont très simples. D'accord? Pourquoi? Parce que le SF6 et le vide, généralement ils ont, si je ne me trompe pas, normalement, ils ont deux avantages. Quels sont ces deux avantages? Soit, parce que n'oubliez pas que ces appareils, ils ont tendance à fermer et à couper le circuit. D'accord? Donc, en cas, vous avez donc un régime qui est établi, d'accord, pour le fonctionnement quand je ferme. Et vous avez, donc, avant d'établir le régime, je passe par un régime transitoire, à la fermeture ou bien à l'ouverture, d'accord? En régime transitoire, généralement, comment ça se passe? Comment on appelle ça? Ce qu'on appelle, parce que regardez, quand j'ouvre, pourquoi il y a, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'apparition d'un arc. Il y a l'apparition de l'arc. Cet arc, ça veut dire, s'il y a l'apparition de l'arc, ça veut dire qu'il y a un phénomène d'ionisation. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Oui, madame. D'accord. Donc, il y a un phénomène d'ionisation. Donc, si en régime transitoire, la constante de temps d'ionisation, elle peut être, d'après la norme, ils disent qu'elle peut être 100 fois plus faible que celle de l'air. D'accord? Malgré que l'air, l'avantage de l'air, c'est qu'il présente l'avantage de conserver ses propriétés à très basse température. Ça veut dire que l'air, ses caractéristiques ne changent pas. D'accord? Donc, parce que quand est-ce qu'on fait appel à l'air, comme le SF ou bien le vide, quand on veut assurer le soufflage de l'arc. D'accord? La différence aussi, l'air il est utilisé généralement jusqu'à 20 kV, pas plus. D'accord? Donc, en plus, tout ce qui est isolé à l'air, pour qu'il y ait assez de distance qui est respectée au niveau du dispositif lui-même pour éviter les courts-circuits, etc. Donc, je dois augmenter en volume. Donc, ça veut dire, ici, le problème qui... pourquoi on évite d'employer cette technique d'isolation à l'air? Parce que il y a l'encombrement qui est très important. D'accord? Donc là, on intègre l'air. Les appareils, ils ont ce qu'on appelle une dimension qui est assez importante. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui.
Oui, madame. D'accord. Ensuite, ils ont essayé de faire des progrès. Au lieu d'utiliser l'air normal, ils ont utilisé de l'air comprimé. D'accord? Dans la réalisation, par exemple, des disjoncteurs pour les très hautes tensions, etc. Mais généralement, les appareils qui ont utilisé cette technique, ils sont assez complexes et coûteux. L'air comprimé, au niveau de ces appareils, il a donné un coût très cher. D'accord? Donc, ils sont assez complexes et ils sont assez coûteux. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a opté pour l'huile. L'huile, ensuite, on a vu qu'il est inflammable et exposable. Donc, on essaie de l'éviter et généralement, de plus en plus, on essaie d'éliminer au fur et à mesure les équipements qui sont isolés à base d'huile au niveau des postes. En plus, là, on opte pour le SF6 et le vide. Donc, comme je viens de dire, parce qu'en régime transitoire, la constante de temps de désionisation, elle est vraiment très faible, une centaine de fois plus que celle de l'air comprimé, d'accord, qui était une bonne solution, mais vu le coût qui est très cher, donc on opte pour on prend d'autres options pour pouvoir réaliser ces équipements. Donc, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il élimine le risque de réamorçage. Donc, si la constante d'ionisation elle est très faible, donc il ne va pas réamorcer l'arc, ça veut dire qu'il ne va pas réapparaître encore à nouveau, sans nécessiter l'emploi, bien sûr d'autres éléments tels que, par exemple, les résistances pour limiter, d'accord, ou bien pour l'amortissement, d'accord, ou bien les condensateurs d'amortissement, d'accord. Le deuxième avantage ici, pour le SF6 et le vide, c'est que en régime établi, quand le régime il est donc, le régime, ça veut dire le régime permanent, les propriétés diélectriques, d'accord, ils sont assez, comment dirais-je, ils sont assez remarquables et c'est-à-dire ils nous empêchent ils nous donnent de bonnes conditions de fonctionnement de votre appareil. Et là, vous allez voir que, regardez, il y a une courbe qui l'indique, regardez ici, par exemple, regardez le disjoncteur à vide, il y a ce qu'on appelle la courbe de Paschen. Cette courbe de Paschen, c'est quoi? C'est Paschen qui l'a découvert. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de tracer la tension de claquage, d'accord, à l'intérieur de votre équipement en fonction de la pression qui est en pascal, d'accord, en fonction de la pression. Il a remarqué que cette courbe-là présente un certain minimum, regardez, d'accord. Donc, au-dessous de ce minimum, regardez qui est là, à ce niveau-là, entre 10 et 10 puissance 2, d'accord. Donc, regarde, au-delà, de part et d'autre, la tension disruptive ou bien le breakdown voltage, donc qu'est-ce qu'il fait? Il augmente, regardez, il représente ces parties-là. Donc il augmente, d'accord, avant de se stabiliser, d'accord, à une valeur comparable à celle qui existe à pression atmosphérique. Donc regardez, il augmente, voilà la pression atmosphérique, et là on voit une valeur qui est assez importante. D'accord, c'est ça ce qui existe ici par rapport généralement les domaines d'emploi dans ce sens-là, que ce soit le SF6 et le vide, normalement, à cause de ça, ils ont essayé de les partager selon le niveau de tension. Donc, le SF6, il l'utilise généralement en HTA, plutôt le vide, il est utilisé rien qu'en HTA, et le SF6, il est utilisé en HTB, c'est-à-dire pour les tensions qui sont supérieures à 50 kV. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine variation, regardez, de la variation, regardez, quand je vois, voilà le vide, d'accord, et voilà le SF6, d'accord. Donc, pour les niveaux de tension qui sont assez élevés, de préférence, l'isolation se fait à base de SF6, et pour les inférieurs à 50, jusqu'à 50 kV, l'utilisation elle est limitée, on peut utiliser que le vide,
D'accord. Donc, et là, pourquoi? Parce qu'il y a une variation, comme vous le voyez, de la tenue diélectrique et la tension en fonction, bien sûr, de la distance interélectrode. D'accord. Donc, ces courbes-là montrent un effet, en effet, que c'est le vide qui est performant en HTA et il peut plafonner, comme on vient de le dire, jusqu'à 200 kV, quelles que soient les distances entre les électrodes. Par contre, le SF6, on peut l'utiliser aussi, mais comment dirais-je, pour avoir une valeur qui est assez importante, il faut augmenter en pression. D'accord? Et quand on augmente en pression, on a d'autres contraintes qui sont assez importantes. D'accord? Donc voilà, vous avez le vide, vous avez le SF6 pour la même pression. D'accord? Ce qu'il y a encore, ce qu'il faut encore connaître, c'est que, regardez, il y a le processus de coupure qu'on doit maîtriser dans ce sens-là. Donc, ce processus de coupure, il dépend de deux paramètres qui sont très importants et qui sont définis par la norme, la CEI. C'est quoi? Donc, vous avez la tension transitoire de rétablissement et vous avez la tension de tenue diélectrique. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, la tension transitoire de rétablissement qu'on appelle la TTR? Et qu'est-ce que la tension de tenue diélectrique et la TTD? La TTR, c'est quoi? C'est la tension qui apparaît au bord d'un dispositif de coupure immédiatement après la coupure. Et là, qu'est-ce que vous avez? Elle apparaît directement, donc vous avez un petit arc qui apparaît. Par contre, la tension de tenue diélectrique, la TTD, c'est la tension disruptive du milieu interélectrode immédiatement après la coupure. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez? C'est-à-dire, regardez, j'ai la TTR et j'ai la TTD. Si par exemple, regardez, la TTD, elle est toujours supérieure, elle se stabilise par rapport à la TTR. Ça veut dire, c'est le taux d'augmentation, bien d'accroissement de la TTD est plus faible que la vitesse d'accroissement de la TTR, qui est là. Attendez, qui est là. Regardez comment ça se passe. Je le vois ici. D'accord, donc regardez, elle touche déjà la TTD, donc elle va devenir moins, l'augmentation, elle est inférieure à celle de la TTR. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Quand on essaye l'extinction de l'arc à l'intérieur, ne se fait pas rapidement. Ça veut dire l'arc, il persiste. Donc, il y a réamorce. Ça veut dire, il y a extinction, hop, il y a réapparition. Pourquoi? Parce que le phénomène d'ionisation, il existe toujours. D'accord? Il n'y a pas une désionisation totale. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un réamorçage de l'arc. Donc, il réapparaît à nouveau. Et là, vous avez la coupure qui est ratée. D'accord? Par contre, si le taux d'accroissement de la TTD est supérieur à la TTR, là, qu'est-ce qui se passe? Hop, l'extinction revient à zéro et vous avez la coupure, ça veut dire il y a l'extinction de l'arc et là, l'arc ne réapparaît plus et là, vous avez votre coupure qui est faite dans les conditions normales de réaction de votre appareil de protection. Est-ce que c'est clair ici? Oui. D'accord? Vous suivez? OK? Donc, là, on peut voir le soufflage de l'arc. Et là, le soufflage de l'arc, et bien sûr, il peut être sous différentes formes, d'accord? Donc, il y a différents types. Donc, si je prends, comment dirais-je, ici, le cas que je vous présente, vous avez ce qu'on appelle un soufflage, comment on appelle, pneumatique. Ça veut dire la coupure se fait avec un gaz sous pression qui est projeté sur l'arc. Regardez. Maintenant, vous regardez, vous avez le disjoncteur comment qu'il est à l'intérieur. Maintenant, vous avez les contacts qui sont fermés. Donc là, début d'ouverture quand il y a l'amorçage. Ensuite, là, regardez, c'est l'extinction de l'arc. Et là, vous avez les contacts qui sont ouverts. Comment ça s'explique ici? Donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, il y a
préalablement, là, ce que vous voyez, regardez en flèche, il y a un gaz, d'accord, qui a été comprimé dans ce réservoir-là, d'accord, à haute pression. Et maintenant, regarde, il est libéré au niveau, lors de la coupure, par l'ouverture, bien sûr, là, comment il passe, là, c'est comme si vous avez, comment on appelle ça, un clapet, donc il fait passer le gaz, d'accord, il souffle l'arc, comment il le souffle, quand ce gaz, il va s'écouler, regardez, là on a l'orientation avec les flèches, à travers ces contacts qu'on appelle les contacts, généralement, c'est les contacts tubulaires, d'accord, et là il souffle l'arc vers un réservoir basse pression, ici, d'accord, à partir de là, vous allez avoir l'extinction de l'arc. Et là, comment on fait? C'est le disjoncteur à auto-expansion, c'est différent. Le soufflage, il est à expansion. Donc, comment ça se passe? Comme je viens de vous dire ici, donc il y a l'arc qui va être généré. Ensuite, il va être soufflé par le gaz qui est à l'intérieur. Et là, vous avez l'ouverture totale de vos contacts qui sont, bien sûr, qui étaient fermés. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des contacts qui sont fabriqués avec des matériaux spécifiques pour éviter la soudure du matériau des contacts. D'accord? Pour s'assurer que l'ouverture, bien sûr, des contacts sera effectuée normalement sans qu'il y ait de problème. Ou bien parce que si, par exemple, vos contacts ne s'ouvrent pas, imaginez le problème qui va se poser au niveau de votre protection. Et là, vous pouvez avoir une propagation du défaut et ça peut causer des dégâts. Est-ce que c'est clair? Madame, s'il vous plaît. C'est clair pour tout le monde? Oui. Vous voyez là? Oui. كاين étudiante قالت لك راحت لها كونيكسيون نسيت تعاود تدخل ما قدرتش. شكون اللي يهضر؟ وهبه. شكون؟ شاه حسين قالت المدام راحت لها كونيكسيون نسيت تعاود تدخل ما قدرتش. Je l'ai pas ici, sinon quand il دخلها. دوك قول لها مدام. استنى. afficher. Voilà. C'est bon, normalement c'est bon. D'accord. Maintenant, je vais essayer de faire l'appel. Amrani. Présent. D'accord. Azouni. Présente, madame. Présente. D'accord. Beka. Bensnoussi. Présente, Bensnoussi. madame. Présente. Benayash. Présent, madame. Ben Bayoud. Bounder. Présente, madame. Chabi. Présente. Chabi. Ah oui. Présente, madame. D'accord. Sharfouh. Shalom. Absent. Sharfouh. Absent. Shirgi. Présent. Jani. العادة. دارني. الموهب. Présent. La prochaine fois, on entame autre chose, d'accord? Ça va être rapide. Comme les conditions de coupure, d'accord? Donc, comment assurer une bonne coupure au niveau des disjoncteurs? Donc, ces coupures, ils dépendent d'un certain nombre de paramètres, tels que le type de charge à couper, donc ça dépend quel type de charge. En cas où vous êtes dans le cas d'une charge résistive, donc vous avez une condition, il y a bien sûr au niveau de la tension, d'accord? Donc il faut contrôler l'onde de tension, donc il faut que la TTR atteint U max égale à U en un quart de période, d'accord? Il faut la charge capacitive, donc
on dit que c'est une ligne ouverte. Donc, la TTR, il faut qu'elle atteigne 2 fois la tension en une demi-période, d'accord? Pour la charge inductive, ça, c'est des conditions qu'on doit respecter pendant la coupure et qui peut être réglées au niveau des appareils, d'accord, pendant le réglage, ok? La TTR peut atteindre aussi 2 fois la tension U. Ici, c'est la tension de crête, c'est-à-dire le maximum. On a un temps qui dépend de la fréquence propre des oscillations de tension. Par contre, au moment de l'ouverture, par rapport à la phase et le courant qu'il faut couper, généralement, l'ouverture, quand est-ce qu'elle se fait? Parce qu'on est en alternative. Normalement, la coupure elle doit se faire quand l'onde passe par 0, au moment où vous avez le point 0. Parce que la sinusoïde, c'est quoi? Vous avez deux ondes, l'une positive et l'autre négative, d'accord? Donc, là où vous avez le passage de 0, en ce point-là, on doit s'assurer que la coupure se fait en ce point-là, d'accord? Donc, par contre, on dit qu'en pratique, l'incertitude sur l'instant de la coupure provoque un arrachement du courant qui conduit à des transitoires plus ou moins destructeurs. Et bien sûr, pourquoi? Parce que quand on ouvre, on a ce qu'on appelle des fois l'apparition de surtension de manœuvre, d'accord? Et ça peut causer des destructions au niveau des équipements, d'accord, ou bien dans le circuit là où ils sont installés. Donc, il faut bien contrôler les choses et faire un bon réglage pour assurer une bonne, bien sûr, coupure. Là, vous avez quelques photos concernant des disjoncteurs haute tension. Par exemple, regardez ici, disjoncteur ici qui protège un alternateur jusqu'à 275 kV et 40 kA. Vous voyez déjà les courants sont de l'ordre des kiloampères et le disjoncteur de 275 kV. Par contre, ceux-là, regardez, 72 kV jusqu'à 800 kV. Et vous avez au niveau des postes blindés, là tout est blindé. Généralement, quand est-ce qu'on doit blinder le poste? Quand il s'agit d'un poste qui est isolé complètement, qui est à isolation à gaz, automatiquement, il doit être blindé. Donc, voilà les postes blindés jusqu'à 800 kV. Qu'est-ce que vous avez comme la norme? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle définit les exigences relatives aux caractéristiques des disjoncteurs. D'accord? Et généralement, on dit que les appareils, ils peuvent contenir ce qu'on appelle des appareils électroniques. D'accord? Des appareils électroniques qui peuvent nous permettre d'avoir toujours l'information sur l'usure, la pression de gaz pour la coupure, par exemple, variation des paramètres, etc. D'accord? Et là, ça va nous faciliter la détection des défauts. D'accord? Bien sûr, en maîtrisant au niveau des baies de contrôle les paramètres concernant les dispositifs et bien sûr toutes les caractéristiques concernant ces dispositifs. Donc, leur forme, leur valeur, la limite de leur valeur, etc. Aussi pour la manœuvre, généralement au niveau des longues lignes, généralement on insère des résistances. D'accord, au niveau, c'est-à-dire même avec les disjoncteurs, au niveau des disjoncteurs, c'est des résistances de fermeture. C'est pour pouvoir, pourquoi on met ces résistances-là? Pour limiter les surtensions. D'accord? Donc là, pour éviter que les surtensions puissent provoquer des dégâts. D'accord? Aussi, vous avez des dispositifs de synchronisation à la fermeture et à l'ouverture aussi. C'est la même chose. Le but, c'est pour limiter les surtensions. D'accord? Ou bien limiter les courants au niveau des manœuvres pour éviter l'appel de courant qui est important au niveau des manœuvres. D'accord? Dans ce cadre-là, on utilise ces, bien sûr, dispositifs synchroniseurs pour pouvoir éviter ce genre de problème. D'accord? On peut aussi, au niveau des transformateurs à vide, des réactants chaînes ou bien des batteries de condensateurs. D'accord? Donc, cependant, pour pouvoir remplir les fonctions d'un disjoncteur sectionneur, bien sûr, il faut les appeler disjoncteurs sectionneurs. Là, pourquoi dire? Pour dire qu'ils peuvent assurer en même temps la protection, en même temps le sectionnement. Et là, je vais vous montrer juste, voilà, là, c'était un poste AR, dans les disjoncteurs qui sont isolés AR, c'est des disjoncteurs de 245 kV, ce qu'on appelle les Air Insulated Switchgear, d'accord, en anglais, d'accord, donc ils sont à isolation d'air ici, et je vous ai expliqué tout à l'heure, l'avantage et l'inconvénient des disjoncteurs à isolation à air. Et là, ce que vous voyez ici, c'est des disjoncteurs à faible volume d'huile. Ceux qui sont en voie de disparition au fur et à mesure,
de leur utilisation. D'accord? Donc, voilà. Donc, ils ont cette forme-là. D'accord? Et bien sûr, ils peuvent être utilisés pour la protection de n'importe quel équipement au niveau du poste. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un arc qui s'amorce dans l'huile, je l'ai expliqué tout à l'heure, ils peuvent générer des gaz. Par exemple, les plus fréquents qu'on peut rencontrer, c'est l'hydrogène et l'acétylène. Et généralement, jusqu'à aujourd'hui, il y a même ce genre de problème, il peut surgir au niveau du disjoncteur comme il peut surgir au niveau des transformateurs. Qui m'a cette année, au niveau, je pense, c'est, là, j'ai oublié le site sur lequel travaillent les étudiants, Capgemini. Au niveau de Capgemini, mais le site Indom, ils ont un problème vraiment très, très important au niveau d'un transformateur de 400 kV. Là où ils ont une production d'acétylène au niveau de l'huile qui est très, très importante. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à trouver le problème pour pouvoir le résoudre. Il y a aussi l'évaporation de l'huile. Donc, l'évaporation, quand l'huile s'évapore, elle peut générer un soufflage de l'air qui va le refroidir et provoquer la coupure de courant. Mais si s'évapore, il faut se dire que le volume d'huile il peut aussi diminuer. D'accord? Donc, il faut le contrôler avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure, qu'il y a un détecteur de niveau d'huile. Donc, là, c'est à titre d'information que ces disjoncteurs qui sont à base d'isolation d'huile, avant, ils avaient un grand volume. C'est-à-dire ils étaient vraiment, avaient une grande dimension, comme les transformateurs. D'accord? Ensuite, c'est-à-dire on essaie avec 2 éléments de coupure insérés dans une cuve métallique. Donc, ensuite, ils ont essayé de réduire, bien sûr, le niveau d'huile. D'accord? Donc, il y a eu la dimension qui a diminué au niveau du disjoncteur et ils ont été dotés d'un volume d'huile qui est réduit. D'accord? Bien sûr, pour pouvoir maîtriser, et bien sûr, du point de vue poids aussi, pour les opérateurs. Il ne faut pas oublier que pour les installer, etc., il y a un grand problème pour les faire monter au niveau de leur support, les châssis, etc., et pouvoir, bien sûr, faire l'installation. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les disjoncteurs à base de technique VHR. Donc, ça veut dire qu'avec un volume d'huile qui est assez réduit. À titre d'information aussi, il y a les appareils hybrides. Hybrid switchgear, ça veut dire qu'on peut combiner 2 isolants. Le matériel, donc, il comprend l'appareil d'isolement dans l'air et en même temps à l'air. Par exemple, comme celui-là. C'est un disjoncteur, mais qui comporte 2 isolations. Donc, vous avez une cellule comprenant un disjoncteur et des sectionneurs sous enveloppe métallique. Regardez, d'ailleurs, on voit qu'il est carrément blindé, combiné avec une mise à la terre extérieure. Donc, vous voyez tout le châssis ici qui est à la terre. Et là, il y a des câbles, bien sûr, qui mènent vers la prise de terre. D'ailleurs, regardez, comment dirais-je, la base sur laquelle il est posé votre appareil. D'accord? Et bien sûr, il y a des traversées aériennes pour le raccordement aux lignes d'après la CUI. Voilà. Là, voilà vos raccordements vers les lignes qui est là. Donc, on les appelle les appareillages compacts parce que ils sont aussi comme les postes blindés, presque la même forme, mais c'est pas voilà. Ça, c'est une image d'un poste blindé, d'accord, qui est isolé à base de gaz. Quand vous voyez un poste qui est blindé complètement, ça veut dire que, pourquoi? Parce que le gaz, si par exemple, il y a des défauts qui surgissent au fur et à mesure et qui se répètent, ils peuvent, par exemple, le gaz inerte, il peut devenir conducteur et ça peut causer des explosions. Donc, c'est pour ça qu'on le blinde, pour éviter ce genre de problème. Même s'il y a un problème, ça va être à l'intérieur, donc qui va pas toucher les autres éléments à l'extérieur. Est-ce que c'est clair jusque-là? Pour tout le monde? Oui, madame. Donc, on arrête aujourd'hui là et on continue la prochaine fois.